En Ukraine, un opérateur regarde un écran, valide une cible, puis le signal se perd derrière le brouillage. Entre ce clic et l'explosion, qui possède vraiment la décision? Le soldat, le logiciel ou l'usine qui a fabriqué le drone? Épisode Helsing, l'IA de défense passe aux armes physiques. Chapitre 1. Sortir de l'écran. Un algorithme peut orienter le tir. Il ne tient pas la chaîne qui le rend possible. 18 milliards de dollars de valorisation, et pourtant le détail décisif tient dans un fuselage léger posé sur une table d'atelier. Selon Sifted, Helsing a levé 1,8 milliard de dollars lors d'une série E pour une valorisation de 18 milliards contre 13,7 milliards un an auparavant. Ce n'est pas une simple récompense boursière, c'est un pari sur la capacité d'une entreprise européenne née dans le logiciel à devenir un industriel de défense. Cette valorisation, supérieure de 4,3 milliards de dollars à celle publiée un an plus tôt, ne décrit ni des livraisons garanties ni une marge acquise. Elle révèle ce que les financeurs veulent acheter, une boucle industrielle européenne capable de transformer une observation en modification de produit avant que le terrain ne change encore. Le marché privé rémunère ici une promesse de cadence, pas une démonstration isolée. La scène du Hook se joue dans les zones où les liaisons radio sont brouillées et où le temps de réaction se mesure en secondes. Un logiciel de combat peut agréger des capteurs, proposer une trajectoire ou aider un équipage à trier des signaux. Mais, s'il dépend d'un fabricant tiers pour le drone, il subit le calendrier de production, l'architecture matérielle et les correctifs qui permettent à la machine de rester utile quand l'adversaire change ses contre-mesures. C'est la thèse de cet épisode. Le passage d'Helsing au matériel ne raconte pas d'abord l'émancipation d'une IA qui prendrait la place du soldat. Il révèle un déplacement de pouvoir industriel. Dans une guerre d'usure technologique, celui qui contrôle l'intégration entre le logiciel, le capteur et la fabrication apprend plus vite, adapte ses systèmes sans délai et livre avant les autres. Celui qui ne fournit que l'algorithme risque de devenir un sous-traitant remplaçable, coincé entre le donneur d'ordre public et le fabricant de plateforme. Selon Sifted, Helsing développe son drone d'attaque HX2 et a engagé 350 millions de livres au Royaume-Uni dans les planeurs de surveillance sous-marine. Le choix relie donc l'air et la mer par une même logique: gagner la maîtrise de l'objet qui porte le logiciel plutôt que louer une coque à quelqu'un d'autre. Cette stratégie ne signifie pas qu'Helsing fabrique chaque pièce elle-même. Dans la défense, l'intégration décisive peut tenir à la maîtrise des spécifications, à la validation d'un fournisseur et à la capacité de décider d'un changement de composant sans attendre qu'un intermédiaire arbitre. Celui qui dessine l'interface entre une caméra, un calculateur et un fuselage fixe aussi la vitesse à laquelle une leçon de terrain devient une nouvelle version. Cette position se construit au contrat autant qu'à l'atelier. Une entreprise peut garder l'assemblage chez un partenaire et rester maîtresse du rythme si elle définit les essais d'acceptation, possède les plans critiques et peut homologuer une variante. A l'inverse, acheter un appareil terminé ne donne pas nécessairement prise sur son évolution. Le point n'est pas que le hardware rendrait une entreprise automatiquement plus forte. Il absorbe du capital, ralentit parfois les cycles et expose aux défauts de production. Mais une intégration partielle peut fixer l'interface qui compte, celle où les retours du terrain deviennent une modification de produit. À qui appartiennent ces retours quand le drone, le code et la relation avec l'utilisateur militaire sont répartis entre plusieurs entreprises? Chapitre 2. La marge au bout du fuselage. Le drone n'est pas seulement un produit, c'est le point où le retour du terrain devient pouvoir de négociation. Fabriquer le HX2 change la nature de la relation commerciale. Tant qu'Helsing vendait surtout une couche logicielle, son client pouvait associer cette couche à une plateforme concurrente. La pression concurrentielle était alors une commoditisation. Si des fonctions d'analyse et d'assistance deviennent comparables, le prix de la licence est le premier terrain de négociation. Avec son propre drone, l'entreprise ne vend plus seulement une fonction. Elle propose un système dont les interfaces, les capteurs, le calcul embarqué et les mises à jour sont conçus ensemble. Cette intégration ne garantit pas un verrouillage absolu. Les armées peuvent imposer des standards, diversifier leurs fournisseurs ou exiger l'accès aux données. Elle élève néanmoins le coût du divorce. Remplacer le logiciel suppose alors de requalifier le comportement de la plateforme, les flux de données et les procédures d'emploi. Un changement de fournisseur n'est donc pas un simple achat sur catalogue. Il faut refaire des essais, vérifier la compatibilité des liaisons, reformer les équipes et accepter qu'un appareil déjà déployé n'ait pas le même comportement après la migration. La valeur captée par Helsing ne réside pas seulement dans le prix du fuselage. Elle réside dans la capacité de faire du logiciel une pièce du système que le client hésite à extraire. Pour l'État, cette intégration peut néanmoins produire l'effet inverse de celui recherché. Plus une plateforme devient cohérente, plus elle devient coûteuse à comparer avec des alternatives. Il faut alors préserver des formats de données exportables, des critères d'essai publics et une documentation assez précise pour qu'un second fournisseur puisse réellement concourir. La concurrence ne disparaît pas parce qu'un système est intégré. Elle se déplace vers la capacité de l'administration à garder une porte de sortie crédible. C'est là que le mot autonomie demande de la précision. Un drone peut naviguer, maintenir une route, reconnaître des caractéristiques ou résister à une rupture de liaison.
Ces capacités ne disent pas, à elles seules, qui autorise l'emploi de la force. Le communiqué et les descriptions publiques rapportées par Sifted parlent d'un drone d'attaque autonome. Ils ne suffisent pas à établir les règles exactes de sélection et d'engagement d'une cible. Confondre autonomie de navigation et délégation létale totale serait remplacer l'analyse par une étiquette. La vraie transformation est plus prosaïque et plus durable. Helsing peut rapprocher l'équipe qui corrige le code de celle qui modifie l'électronique. Imaginez un atelier où un retour d'opérateur signale qu'un type de brouillage dégrade une détection. Si le fournisseur du capteur, le fabricant de la cellule et l'éditeur du logiciel suivent chacun leur propre contrat, le correctif traverse 3 calendriers. Quand une même entreprise orchestre l'ensemble, elle peut raccourcir la boucle à condition que sa chaîne industrielle tienne la cadence. Cette vitesse n'est pas un détail d'ingénierie, c'est l'actif stratégique. Le client public n'achète pas seulement un drone aujourd'hui, il achète la faculté de l'adapter demain. Mais capter cette faculté dans une plateforme propriétaire fait aussi remonter une question politique. Jusqu'où un État doit-il laisser un fournisseur privé concentrer le code, les données d'usage et la capacité de production ? Chapitre 3. Le capital veut une usine. Une valorisation élevée achète du temps, mais l'atelier transforme ce temps en capacité livrable. La levée annoncée par Sifted éclaire ce déplacement. 1,8 milliard de dollars injectés dans une entreprise valorisée 18 milliards ne paie pas uniquement des ingénieurs. Il finance des stocks, des tests, des outils de production, des composants qu'il faut sécuriser avant la commande et des équipes qui tiennent une qualité répétable. Le logiciel peut croître avec peu de matière. Le matériel exige de payer avant de livrer, puis d'assumer le risque qu'un composant manque ou qu'une série doive être reprise. Le calendrier financier devient alors aussi concret qu'une caisse de pièces sur un quai. Une commande publique peut promettre un volume, mais les achats de composants précèdent souvent l'encaissement et les essais peuvent repousser la réception. Celui qui avance les fonds porte le coût de l'attente. Mais les actifs physiques ne constituent pas une garantie de rentabilité. Ils changent surtout la nature du risque. Une licence logicielle peut être annulée et les coûts cessent relativement vite. Une ligne d'assemblage, des fournisseurs qualifiés et des stocks immobilisent du capital. L'entreprise gagne une part plus large de la valeur par appareil si elle tient la production. Elle porte aussi les retards, les rebutés et les pénalités si elle échoue. Cette asymétrie explique pourquoi une valorisation élevée n'est pas un blanc-seing. Elle donne du temps pour construire une capacité, mais ce temps se consume à chaque série de tests, à chaque fournisseur qui tarde et à chaque appareil qu'il faut ouvrir de nouveau sur l'établi. Le test pour un investisseur n'est donc pas « le drone est-il impressionnant ?». Il est de regarder la conversion entre argent levé et capacité effectivement livrable. Quels composants restent rares ? Qui finance les stocks ? Le contrat donne-t-il au client la propriété des données opérationnelles ou seulement un droit d'usage ? Une valorisation est un prix de marché privé, pas un carnet de commandes ni une marge encaissée. Une autre question compte. Quelle partie de la chaîne peut être remplacée sans arrêter le programme ? Si une caméra ou une puce vient d'un fournisseur unique, l'intégration ne supprime pas la dépendance. Elle la rend parfois moins visible parce qu'elle est enfermée dans le produit fini. Les programmes de défense découvrent souvent ce risque au moment le moins commode, lorsqu'une demande urgente transforme un composant banal en goulet. Une pièce validée ne se remplace pas comme une référence de bureau. Il faut tester sa résistance, vérifier son comportement avec le logiciel et convaincre l'acheteur public que la modification ne dégrade pas la mission. L'avantage industriel appartient donc à celui qui a préparé ses substitutions avant la crise, pas à celui qui promet une souveraineté abstraite après coup. Cette lecture évite 2 illusions symétriques. Croire que l'IA, parce qu'elle est numérique, s'affranchit de l'industrie. Croire aussi qu'une usine suffit à créer une position défendable. Le pouvoir naît de la boucle qui relie commande, retour du terrain, modification et nouvelle livraison. Si l'un de ces maillons appartient à un autre acteur, la promesse d'intégration peut se défaire au premier retard. Chapitre 4. Garder la main sur la force. Plus la boucle se referme, plus la décision humaine doit être visible au moment où elle compte. L'enjeu éthique n'est pas extérieur au modèle économique, il est inscrit dans son architecture. Un système dont la valeur vient de la vitesse d'adaptation pousse naturellement à automatiser ce qui ralentit la boucle. Or, la validation humaine n'est pas une friction que l'on peut éliminer par principe. Elle est une responsabilité à organiser, documenter et parfois à exercer sous contrainte de temps. Le danger concret n'est pas une machine mystérieuse qui déciderait seule dans le vide. C'est une chaîne fragmentée. Des ingénieurs entraînent le modèle et l'usine installe les capteurs, tandis que le commandement fixe les règles d'engagement sous la surveillance de l'opérateur en mission. Après une erreur, la responsabilité peut glisser d'un contrat à l'autre comme une goutte sur une coque mouillée. Pour un décideur public, la question n'est donc pas d'opposer un logiciel propre à un matériel coupable. Elle consiste à dessiner les points d'arrêt. À quel moment l'humain valide-t-il l'emploi de la force ? Que conserve le système lorsque la liaison disparaît ? Quelles traces permettent de reconstruire la décision après l'action ? Les réponses doivent être auditables avant le déploiement, puis vérifiées dans les conditions dégradées où les promesses marketing ne valent plus grand-chose. La souveraineté européenne se joue ici dans la capacité de contractualiser ses exigences sans tuer la vitesse d'itération.
Cela suppose des droits d'audit, des journaux exploitables, une gouvernance des mises à jour et une possibilité réelle de changer de fournisseur. Aucun de ces instruments ne résout un choix militaire. Ensemble, ils empêchent qu'une dépendance technique soit découverte après une crise. Cette exigence modifie aussi le rapport de force avec le fournisseur. Une armée qui ne possède ni les journaux d'événements ni le droit d'examiner une mise à jour achète une capacité qu'elle ne peut pas vraiment contrôler. A l'inverse, exiger une transparence impossible peut décourager l'investissement privé ou livrer des détails sensibles. Le contrat doit donc séparer ce qui relève du secret industriel et ce qui relève de la responsabilité opérationnelle. Une interface peut rester propriétaire. La trace d'un ordre, d'une alerte ou d'un changement de version ne devrait pas disparaître dans une boîte noire. Cette distinction est aussi une protection pour le fournisseur sérieux. Si les règles d'emploi, la version active et les alertes sont consignées, l'entreprise peut démontrer ce que son système a reçu comme instruction et ce qu'il a effectivement exécuté. Sans cette mémoire, chaque incident devient un affrontement de récits entre opérateurs, commandements et industriels. La vitesse de mise à jour ne vaut que si l'on sait ensuite quelle version était en service au moment décisif. On peut alors évaluer Helsing ou tout autre acteur avec une grille plus solide que l'image du robot autonome. D'abord, il faut repérer les éléments critiques et leur éventuel goulet étranger. Les données issues des opérations doivent rester maîtrisées par l'État, tandis que l'opérateur conserve un moyen d'interrompre la mission dans un environnement brouillé. Il faut aussi vérifier que la production peut monter en cadence sans perdre sa traçabilité. Enfin, le contrat répartit-il clairement la responsabilité quand le système échoue? Cette dernière question revient au clic suspendu du début. L'opérateur regarde toujours l'écran, mais le véritable pouvoir se lie désormais dans les conditions qui entourent son clic. Qui peut vérifier, modifier et arrêter la chaîne? Le HX2 ne vaut pas seulement par ce qu'il peut faire, il vaut par la main qui peut encore l'arrêter et par les preuves qu'il laisse derrière lui.